Numéro 3. Mikey Gallois. Mikey Gallois a rejoint le groupe pop-punk américain Weezer en 1998 après le départ du bassiste Matt Sharp. Il a joué avec Weezer sur un album, leur album éponyme, également connu sous le nom de The Green Album. L'album comportait les succès Ash Pipe et Island in the Sun. Welsh a quitté le groupe en 2001 parce qu'il a fait une dépression nerveuse et a tenté de se suicider. Il s'est ensuite fait interner dans un hôpital psychiatrique. Welsh a révélé à un journaliste qu'il souffrait de toxicomanie, de stress post-traumatique non diagnostiqué et de troubles de la personnalité limite. Après avoir quitté Weezer, Welsh a fait une pause dans la musique pour lancer une carrière d'artiste visuel. Son art a figuré sur des snowboards Burton et il a créé une pochette d'album pour le groupe Twin Berlin. Le 26 septembre 2011, Welsh a posté ce qui suit sur Twitter. Il a ensuite changé la date pour le week-end suivant. C'était le même week-end où il avait prévu de voir Weezer en concert au Riot Fest à Chicago. Malheureusement, il ne verrait pas le groupe se produire le dimanche 9 octobre. La veille, le personnel de nettoyage de l'hôtel Raffaello a essayé d'entrer dans la chambre de Welsh. Welsh ne s'était pas enregistré au moment prévu. Un employé a réussi à pousser la porte et il a trouvé Welsh sur le sol près de la porte. Malheureusement, le père de 2 enfants âgés de 40 ans était mort. Dans la chambre de Welsh, la police a trouvé des médicaments sur ordonnance et un sac de poudre blanche supposé être de l'héroïne. Mais le rapport de toxicologie est revenu non concluant. Weezer a joué au Riot Fest comme prévu et a ensuite écrit ce qui suit sur leur site web. Alors que tout le monde est encore sous le choc de la perte tragique de Mikey Welsh hier, nous savons très bien qu'il n'aurait jamais voulu arrêter The Rock au Riot Fest d'aujourd'hui, le spectacle auquel il prévoyait d'assister. Au contraire, The Rock était ce qu'il aimait, à la fois la musique et l'art. Jouer le spectacle ce soir et bien le faire, c'est rendre hommage à sa mémoire. Nous avons le sentiment qu'il nous regardera. Catherine Hobbs. Katy vivait à Oakland, en Californie, durant sa jeunesse. Elle a eu une vie difficile en grandissant. Ses parents ont divorcé quand elle avait 8 ans, et elle était très proche de son père. Quand Katy était en 7e année, une bonne amie à elle est morte de maladie cardiaque, et elle a été dévastée par la perte. La mère de Katy, Viviane, les a déménagés à Las Vegas, Nevada, pour offrir à Katy un meilleur environnement pour grandir. Katy s'est fait de nouveaux amis dans sa nouvelle ville et elle a épanoui. Mais elle était depuis longtemps tourmentée par la prémonition de sa propre mort. Enfant, Katy avait dit à sa famille qu'elle allait mourir à un jeune âge. Quand Katy avait 8 ans, ses prémonitions sont devenues plus précises et elle a dit aux gens qu'elle vivrait au-delà de l'âge de 16 ans. Alors que son 16e anniversaire approchait, Katy était stressée car le sentiment qu'elle allait mourir devenait plus fort. Un jour, elle pleurait et elle a dit à sa mère qu'elle ne voulait pas vieillir. Sa mère a dit à Katy qu'il faut tous grandir. Ce n'est pas la chose la plus facile au monde à faire, mais nous le faisons tous. Katy a répondu en disant « Je ne vais pas le faire ». Malgré les dires de son entourage, Katy était persuadée qu'elle ne dépasserait pas ses 16 ans. Au fur et à mesure que ce jour approchait, elle passait plus de temps dans sa chambre et ne quittait pas la maison. Mais alors, le 20 avril 1987, elle a eu 16 ans et elle a retrouvé un nouvel enthousiasme pour la vie parce qu'elle était toujours en vie. Il semblait que ses prédictions n'allaient pas se réaliser et elle a commencé à mener une vie normale. Elle a commencé à se maquiller et à envisager une carrière dans la beauté. Elle a aussi commencé à sortir pour voir ses amis. 3 mois après, le 23 juillet 1987, Katy était chez elle avec sa mère. Elle lisait un roman d'amour dans sa chambre et elle l'a terminé. À 23 heures, Katy a dit à sa mère qu'elle allait au supermarché pour acheter un autre livre. Le magasin était à un pâté de maison et demi et Katy y allait souvent à pied tard dans la nuit. Les amis de Katy se réunissaient fréquemment à la piscine de leur immeuble, alors Viviane, sa mère,
présumait qu'il serait dans les parages. À 3 heures du matin cette nuit-là, Vivian s'est réveillée soudainement et a eu l'impression d'avoir été frappée à la tête. Puis un sentiment de paix l'a submergée et elle s'est rendormie. Le lendemain matin, Vivian a été choquée de voir que la chambre de Cathy était vide. Elle a aussitôt contacté la police. La police, supposant l'enlèvement de Cathy, a demandé l'aide des médias. Les médias locaux ont diffusé sa photo et un vendeur de magasin l'a reconnue. Elle était entrée dans son magasin la nuit où Cathy a disparu. Le vendeur avait un reçu confirmant que quelqu'un avait acheté le roman à 23h17 cette nuit-là. La police savait que Cathy s'était rendue au magasin, mais pas chez elle. Malheureusement, il manquait d'autres pistes. La famille de Cathy a fouillé ses affaires et a trouvé des lettres adressées à chacun de ses membres de famille. Elles étaient datées de 1 mois avant son 16e anniversaire. Dans la lettre à sa mère, Vivian, Cathy a écrit « Chère mère, en cas de ma mort, tu recevras cette lettre. Je souhaite ton bonheur et que personne ne s'attarde sur mon décès. Je vous aime tous très chèrement. Tu as été bonne pour moi et personne d'autre n'aurait pu être une meilleure mère. Gardez-moi vivant dans votre cœur et ne m'oubliez jamais. Avec amour toujours, Cathy. » 9 jours après la disparition de Cathy, un randonneur cherchait des cristaux de roche dans le désert près du lac Mead, qui est à moins d'1 heure de route de Las Vegas. Il aperçut une chose terrible près de la route. Il a trouvé le corps de Cathy en regardant autour de lui. La police a trouvé des traces de pneus et 2 roches avec du sang de Cathy dessus près de son corps. Cathy est morte d'un traumatisme crânien dû à un coup violent. Elle avait également été agressée sexuellement. En octobre, 3 mois après, un message vocal a été laissé à la police. L'appelant anonyme a dit qu'il venait d'apprendre les nouvelles sur Cathy, étant hors de la ville. Il a dit qu'il avait vu Cathy être entraînée dans un véhicule par 2 hommes la nuit où elle a disparu. Il a dit qu'elle criait et qu'il s'était arrêté pour voir ce qui se passait. Il a entendu l'un des hommes appeler Robbie à l'autre homme. Il a vu cela près du magasin où Cathy a été vue pour la dernière fois et il a correctement décrit ce qu'elle portait. L'appelant avait même la plaque d'immatriculation du kidnappeur. La police a recherché la plaque d'immatriculation dans la base de données, mais sans résultat. La police pensait que Cathy avait été kidnappée peu de temps après avoir quitté le magasin par 1 ou 2 personnes, puis conduite au lac et tuée cette nuit-là. Mais c'est tout ce que la police a su pendant près d'1 an. En mars 1988, Paul Halsey Jr., un officier de police de 30 ans, essayait d'arrêter un homme qui conduisait une Corvette rouge volée à Beaumont, au Texas. Il ne savait pas que l'homme qu'il essayait d'arrêter était le tueur en série Michael Lockhart. Halsey a confronté Lockhart dans le motel où il séjournait et Lockhart a tiré sur Halsey juste là dans la pièce. Un autre client, attiré par le coup de feu, a découvert le corps de Halsey et s'est précipité à la réception pour donner l'alerte. Lockhart a pris la fuite dans la voiture volée, mais un policier a repéré la voiture sur l'autoroute et a commencé à le poursuivre. Lockhart a accidenté la voiture à Orange, Texas, puis s'est enfui à pied. Il a trouvé un taxi et il a demandé au chauffeur de l'emmener à Houston. Mais la police a arrêté le taxi et Lockhart a dit « Oh, bien, je suppose que je vais en prison maintenant. » Lockhart a été immédiatement arrêté et accusé de meurtre au 1er degré. À l'époque, Lockhart était recherché pour meurtre dans 2 États différents. Il avait agressé sexuellement, tué et mutilé Wendy Gallagher Griffith, 16 ans en Indiana le 13 octobre 1987. Lockhart l'avait ligoté et bâillonné et l'avait poignardé 21 fois. Wendy vivait avec sa mère et sa sœur, et malheureusement, c'est sa sœur qui a découvert le corps. Lockhart était également recherché pour avoir agressé sexuellement, assassiné et mutilé Jennifer Colauer, 14 ans en janvier 1988. Il l'avait violée et poignardée mortellement chez ses parents à Tampa, en Floride. Lockhart avait commis plusieurs autres crimes, y compris l'agression sexuelle de son ex-femme, l'attaque et le vol d'une femme au couteau et le vol de plusieurs banques. La police croit également que Lockhart est responsable de la mort de Cathy.
des reçus montrent que Lockhart était à Las Vegas au moment du meurtre. On pense qu'il conduisait une voiture qu'il avait volée à Toledo, Ohio. Après le meurtre, on pense qu'il a changé les plaques pour éviter d'être capturé. La police a fouillé la voiture qu'il avait volée. Ils ont trouvé des fibres bleues qui ressemblaient à des fibres bleues trouvées sur la scène du crime. Interrogé sur le meurtre de Cathy, Lockhart a nié l'avoir commis. Il n'a jamais été jugé pour son meurtre, mais on croit qu'il l'a tué. Lockhart a été jugé et condamné au Texas pour le meurtre de Paul Halsey. Il a été condamné à mort et est mort par injection létale le 9 décembre 1997. L'identité du deuxième homme, peut-être nommé Robbie, qui aurait pu être impliqué dans l'enlèvement de Karen, est inconnue. La police ne connaît pas non plus l'identité de l'appelant mystérieux qui a été témoin de l'enlèvement de Cathy. Mais quoi qu'il en soit, la police considère l'affaire Cathy Hobbs comme étant close. Pistol Pete Maravich était un joueur de basket-ball américain légendaire. C'était un marqueur prolifique, reconnu pour son style flamboyant sur le terrain. C'était un passeur hors pair et un excellent dribbleur. Maravich voulait être le meilleur meneur, en partie à cause de son père. Son père, Press Maravich, a joué en National Basketball Association et a ensuite entraîné dans plusieurs universités. Il ne fait aucun doute que Pete Maravich s'est fait un nom. Durant ses études à l'Université d'État de Louisiane, il a explosé les compteurs de points marqués. Maravich a battu presque tous les records majeurs de points de la National Collegiate Athletic Association, dont la moyenne de points en carrière la plus élevée, le plus de points, de paniers réussis et tentés, et le plus de matchs à 50 points en carrière. Il a reçu le surnom de Pistol Pete à l'université parce qu'il tirait le ballon de basket de son côté. Il semblait tenir un revolver. Il a commencé sa carrière professionnelle avec les Atlanta Hawks en 1970. Il a accumulé beaucoup de points pendant ses premières années là-bas, mais l'équipe a eu des saisons médiocres. Au cours de la saison 1973-1974, Pete Maravich a réalisé sa meilleure saison en termes de points en National Basketball Association jusqu'à ce point, avec 27,7 points par match. Maravich était un joueur très divertissant. Il maîtrisait les passes derrière le dos, lançait de 9 points un 4 mètres. Il pouvait dribbler entre ses jambes des deux mains. Il a même effectué des pirouettes. Mais il avait des critiques qui pensaient qu'il était trop tape à l'œil. Il a marqué beaucoup de points pendant les matchs, et certaines personnes pensaient qu'il était un joueur égoïste. Certains fans l'ont qualifié de frimeur, un joueur qui aime se mettre en avant. Pendant un match en 1974, quelqu'un avait accroché une bannière qui disait « Pistol Pete, pourquoi les frimeurs coûtent-ils 2 millions de dollars à Atlanta et seulement 50 cents à Philadelphie ?» Après cela, Maravich a parlé à un reporter du Beaver County Times de Pennsylvanie. Beaver se trouve à seulement 16 km du lieu où Maravich a grandi, à Aliquippa, en Pennsylvanie. Au reporter, il a dit « Je ne veux pas jouer 10 ans en National Basketball Association et mourir d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans. » Il ne savait pas que c'est exactement ce que son avenir lui réservait. Après Atlanta, Maravich a joué avec le New Orleans Jazz. La saison 1974-75 fut décevante pour Maravich. Son équipe termine en dernière de la Ligue. Mais la saison 1976-1977 a été une excellente saison pour lui. Il a joué 73 matchs et a marqué en moyenne 31,1 points par match, ce qui était le meilleur de sa carrière. Cependant, il a été écarté les 2 saisons suivantes, principalement en raison de problèmes au genou. Il a joué 17 matchs pour le Jazz de l'Utah en début de saison, 1979, mais a été mis en disponibilité début 1980. Il a été recruté en tant qu'agent libre par les Celtics de Boston. Il a dû prendre sa retraite après la saison 1979-1980 en raison de problèmes au genou. Au cours de sa carrière de 10 ans, il a été 5 fois All-Star. Et il a été nommé 2 fois dans la première équipe All-National Basketball Association. Il a été élu au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 1987
À la retraite, Maravich a organisé des camps de basket-ball en Floride et près de chez lui en Louisiane. Il a aussi été commentateur de basketball pour United States of America Network. Il est aussi devenu un born-again chrétien. Cela l'a conduit à Los Angeles, Californie, en janvier 1988. Il est venu pour faire une interview avec un programme de radio chrétien appelé Focus sur la famille. Le 5 janvier 1988, James Dobson, fondateur de Focus sur la famille, a invité Pete à jouer au basketball avec lui et d'autres membres du personnel. C'était la première fois en plus d'1 an que Maravich avait joué à un match. Après environ 45 minutes, ils ont tous fait une pause. Durant la pause, Dobson et Maravich conversèrent sur le terrain. Maravich disait qu'il se sentait bien et qu'il voulait jouer au ballon récréatif. Dobson s'est retourné pour boire, mais Maravich s'est effondré et a eu des convulsions. Dobson a tenté de garder les voies respiratoires de Maravich dégagées, mais il a vu qu'il ne survivrait pas. Pete Maravich a été transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins ont tenté de le réanimer pendant 50 minutes. Il a été déterminé plus tard que Maravich souffrait de problèmes cardiaques dont il n'était pas conscient. Tragiquement, Pete Maravich est décédé exactement comme il avait dit qu'il ne voulait pas dans l'interview de 1974. Il a joué en National Basketball Association pendant 10 ans, puis est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous l'avez trouvé intéressant, assurez-vous de vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de consulter notre autre chaîne, Criminellement Listé. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges mais vrais. Vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube Criminellement Listé. Nous avons également un podcast sur les affaires non résolues qui ont finalement été résolues, appelé Criminellement Listé présente dans le meurtre. Retrouvez-le sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et toutes les plateformes de podcast. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé.